force des armes. Napoléon Bonaparte, 1769 à 1821. Le mot le plus célèbre. L'histoire est la version des événements passés sur laquelle les gens se sont mis d'accord. Que fais-je ici? Cette question, qui le rongeait, l'empêchait de dormir, comme un loup obstiné. Alors qu'il y a quelques mois à peine, tout le monde s'agenouillait à ses pieds, il était désormais condamné à contempler les eaux bleues foncées et le battement des chèvres de montagne paresseuses sur les rivages de cette île méditerranéenne reculée. Non, non, il refusait ce sort. Car il s'appelait Napoléon. Son œuvre en Europe n'était pas encore achevée. La France a plus besoin de moi que je n'ai besoin d'elle, avait-il déclaré, montrant ainsi à quel point son ego était grandiose, malgré sa petite taille. Il voyait d'ailleurs sa vie comme une scène destinée à exposer son ego. Son nom était Napoléon. Il fut l'une des figures les plus charismatiques de l'histoire européenne. Encore aujourd'hui, lorsqu'on pense à la France, aux côtés d'Alain Delon, l'un des premiers noms qui viennent à l'esprit est celui de Napoléon. Bien qu'il ait marqué l'histoire de son pays en tant qu'empereur, c'est la Révolution française visant les empires qui lui a offert cette opportunité. On ne sait pas ce qu'il pensait lorsque la Révolution française éclata, avec ses idéaux de liberté, d'égalité et de fraternité, mais il est certain qu'en tant qu'officier d'artillerie, il voulait gravir les échelons. C'est pendant la Première République, née après la Révolution, qu'il réussit à se distinguer par ses talents. En particulier sur le front italien, son courage à combattre en première ligne, malgré sa petite taille, suffit à faire de lui une légende aux yeux de ses soldats. 10 ans après la Révolution, en 1799, comme tout soldat ambitieux, il s'appropria le pouvoir et se proclama premier consul grâce à un coup d'État, devenant ainsi l'homme fort de la République française. Ce n'était qu'un échauffement pour le poste qu'il se réservait dans l'avenir. Moins de 5 ans plus tard, il proclama son empire, marquant ainsi le but qu'il poursuivait depuis longtemps. Adieu la République. Au cours de la première décennie du XIXe siècle, il lança l'armée française qu'il commandait contre chaque pays d'Europe qui se distinguait. Il renversait quiconque se dressait sur son chemin. Avec les victoires qu'il enchaînait, il partagea l'Europe continentale comme s'il s'agissait de son propre domaine. Il plaça des membres de sa famille ou ses proches amis à la tête des pays conquis, gouvernant ainsi l'Europe comme un domaine familial. À chaque triomphe, son ego gonflait davantage, au point de convoiter presque le monde entier. Mais en 1812, cette armée devenue invincible subit une gifle en Russie qui fit rougir Napoléon. Son armée avait atteint les faubourgs de Moscou, mais n'y trouva qu'une ville vide. Les Russes, astucieux, s'étaient repliés vers l'intérieur du pays en prenant en compte le facteur hivernal, laissant Napoléon et ses soldats seuls face à l'hiver glacial de Russie. Lorsque les Français, dont même les moustaches gelaient, commencèrent à battre en retraite, il était déjà trop tard. Le « général Hiver » n'a pas seulement décimé son armée, il a aussi brisé l'ego de Napoléon. Un an plus tard, la 6e coalition formée par les pays européens lui infligea une nouvelle défaite à Leipzig, puis envahit la France. Tombé en disgrâce aux yeux du peuple et de ses soldats, l'empereur vaincu fut exilé sur l'île d'Elbe, au large de l'Italie, en Méditerranée. Tout le monde était convaincu que les jours glorieux étaient derrière eux. Tout le monde, sauf un homme, Napoléon. Un an plus tard, lorsqu'il s'échappa de l'île d'Elbe et arriva à Paris, il ne prononça qu'une seule phrase, « Eh bien, messieurs, où en étions-nous » L'ambitieux Français, qui réussit rapidement à rallier à sa cause l'armée envoyée par Louis XVIII pour l'arrêter, ne tarda pas à rouvrir les vieux livres d'histoire. Louis s'enfuit, Napoléon se mit en route vers Waterloo pour régler ses comptes avec les forces de la coalition. Son plan était de vaincre séparément les Anglais et les Prussiens. Ses troupes semblèrent connaître un succès momentané, mais l'arrivée opportune des Prussiens changea le cours de cette bataille, qui ressemblait de plus en plus à un affrontement de plaine. Avec la défaite humiliante de Waterloo en 1815, Napoléon fut rayé de l'histoire. Jeté dans la poubelle de l'histoire, il termina ses jours, seul et fatigué, sur l'île de Sainte-Hélène, sous surveillance britannique, pendant 6 longues années. L'homme qui rêvait d'un empire mondial mourut sur une île minuscule au sud de l'océan Atlantique. Pourtant, son nom résonnera toujours dans les couloirs glorieux de l'histoire. Un jour, on demanda au duc de Wellington, vainqueur de Waterloo, qui était le plus grand soldat de l'histoire. Il répondit. Napoléon aujourd'hui. Il était Napoléon hier, et il restera toujours Napoléon. Il y a ça aussi. Napoléon,
alarmé par la détérioration soudaine de son état de santé, ordonna une autopsie complète de son corps à sa mort. L'autopsie conclut à une mort naturelle. Cependant, selon certains ouvrages récents et des découvertes récentes, il est également fort probable que Napoléon soit mort d'un empoisonnement à l'arsenic. Il remporta d'innombrables victoires grâce à son armée modernisée. Ces tactiques puisèrent leur inspiration dans diverses sources. Napoléon, dont les stratégies de guerre furent enseignées dans de nombreuses académies du monde entier, s'assura une place parmi les 11 premiers soldats les plus victorieux de l'histoire. Napoléon, qui s'était juré d'apprendre la langue de ses ennemis sur le navire britannique qui le conduisit à Sainte-Hélène entre août et octobre 1815, commença à prendre ses premières leçons auprès de Lascaz, installé à Londres pendant la Révolution française et maîtrisant bien l'anglais. Dans ses mémoires de Sainte-Hélène, publiés en 1823, Lascaz affirmait que Napoléon, décédé sur l'île en mai 1821 à l'âge de 51 ans, avait honte de ne pas savoir lire l'anglais et qu'il avait pris les cours d'anglais plus au sérieux en janvier 1816. Il était comme une pièce à deux faces, d'un côté, un chef impitoyable, prêt à tout pour atteindre ses objectifs, de l'autre, les responsabilités administratives et fondamentales. Homme d'État, architecte du Code Napoléon, qui a donné naissance à de nombreuses institutions. 6 millions de personnes ont perdu la vie dans les guerres qu'il a déclenchées. Il a transformé la France en un empire européen moderne. Ce faisant, il a détruit nombre de systèmes et de traditions féodaux profondément enracinés en Europe. Il a ouvert un nouveau chapitre de la politique européenne avec le Code Napoléon, mélange de tolérance religieuse, de valeurs rationnelles et d'une pointe de libéralisme. Pourtant, c'était un homme plein de paradoxes. Il a imposé ce libéralisme et cette tolérance par la force des armes dans les pays qu'il a conquis. L'expression du philosophe indien Sri Aurobindo lui convenait parfaitement, le gardien armé de la démocratie. Qu'a accompli Napoléon Bonaparte? Saviez-vous que Napoléon est devenu général à l'âge de 24 ans, qu'il est né sur une île, la Corse, et est mort sur une autre île, que son nom lorsqu'il était enfant était Napoléon di Buonaparte, influence italienne, et que sa famille l'appelait Napoléon en abrégé, que lorsqu'il a épousé sa femme Joséphine, avec qui il a eu un grand amour, elle avait 32 ans et lui 26, qu'une des 3 lettres que Napoléon a écrites en anglais a été vendue aux enchères à Fontainebleau, au sud de Paris, pour 750 000 lire à l'été 2012, et qu'il a conçu un nouveau drapeau pour l'Italie, qu'il a gouverné pendant un certain temps. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne.